Welcome everyone, Yankee Sport. Nouvel épisode aujourd'hui avec un joueur. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce joueur aujourd'hui? Oui, Chancy. Je sais pas. Abimien, qui a commencé la MJC des Abîmes, qui a joué à Cholet Basket, qui est parti aux États-Unis, qui a joué en France, en national, guadeloupéen, quelqu'un qui porte sa gamme, qui est à l'aise dans son basket. Welcome everyone. Gita, c'est à Gilles. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Alors, tu es en Guadeloupe en ce moment? C'est ça. Tu es partout, toi? France, Guadeloupe? Ouais. C'est un peu les deux, Ok. En France, en Guadeloupe, ouais. D'accord. Alors, tout de suite, moi, je vais te poser la question. On t'a vu dernièrement avec les couleurs orange et noir de l'équipe de DO. Pourquoi tu rejoins cette équipe? Écoute, j'avais des impératifs personnels dans un premier temps. Ensuite, franchement, tous les étés avec Titi, Titi c'est Thierry Félix Junior. On se voit tous les étés et on discute un peu. Et cet été, on était chaud pour pouvoir faire en sorte qu'on joue ensemble. J'ai joué avec lui aux États-Unis. Ok, ah ouais. Donc du coup, ça aussi a beaucoup joué dans la balance. Et puis voilà. Je D'accord. revenir en Guadeloupe et un peu c'est le pour et le contre. Joindre l'utile à l'agréable, donc voilà. D'accord. Putain, ça me fait penser à moi et Stéphanie Canval. On joue ensemble à MJC, tu vois, on s'était aussi... Quand est-ce qu'on rejoue ensemble? Nous, on n'avait pas joué depuis le Krebs, donc les histoires comme ça, c'est cool. Version féminin. Comment? Version féminin. Ivan Song. Alors, avant de commencer tout ça, on va commencer par le commencement, ce qui est logique. Tu commences à la MJC. C'est ça. Maintenant, le gymnase est écrasé. Il n'y a plus de gymnase. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Je sais que ça a fait mal au cœur pour certaines personnes, et je pense dont toi, parce que tu as grandi là-bas. Ouais. Quels sont tes souvenirs? Qu'est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, du basket? J'ai tellement de souvenirs. Mes premiers souvenirs, c'est quand je jouais même pas encore, je commençais déjà à dribbler et j'allais regarder les souhaits de mon grand frère et tout, les grands de la MJC et voilà. Après, j'ai vu tellement de joueurs pro, NBA, Euroleague passer par là et s'entraîner aussi l'été. Comme qui? Morandin, Michel Morandin, Mike Pietrus. Et franchement, j'en passe. J'en ai vu beaucoup. Et parfois même sur le plateau, terrain extérieur, il passait comme ça. Mike Pietrus est passé comme ça sous terrain extérieur. Et, tu vois, c'était cool. C'était un peu l'occasion de fréquenter un peu les pros, qu'on ne voit pas souvent en Guadeloupe. Et prendre un peu de leur expérience. Et voilà. Donc, il y a eu tellement de souvenirs, des matchs. Quand j'ai commencé, des matchs d'autres joueurs. C'est vraiment un gymnase emblématique aux Abîmes. Et on a un peu mal qu'ils l'ont détruit, mais on espère qu'ils vont aller beaucoup plus vite pour construire le nouveau. C'est exactement ça, c'est le temps de construction parce que tu vois, ils écrasent le gymnase et en fait, c'était normal, c'était prévu que ça se fasse, mais c'était prévu, ouais. Tout un écosystème en fait du sport guadeloupéen est parti, pas en fumée, mais sans avoir vraiment de moyens pour mémorer ce moment. Tu as parlé de... Sans au revoir. Sans dire au revoir, tu vois, on n'a pas pu dire au revoir. Facts. C'est parti comme ça, on n'a pas pu dire au revoir. Pour vrai, il y en a plein qui n'ont pas encore vu quand ils vont retourner ce métier là, ça va déchanter. C'est ça. Parce que la plupart des pros, quand on rentre en été, souvent ça me colle. Bon, Gilles, le gymnase des Abîmes, c'est comment? Tu veux, j'y allais parce que c'est ouvert, c'est easy d'accès. Voilà, ça aussi c'était des souvenirs, tu vois. On venait tous là, on se la donnait, on s'entraînait, on jouait, on faisait, voilà. Alors quand tu jouais à ce moment-là, avec qui tu jouais? C'est qui les gens de ta génération? À la MJC? À la MJC, ouais. Alors, je commençais, il y avait Djibril Panga. Ouais. Djibril Panga, qui a joué un peu après aussi en Guadeloupe, qui est parti en centre de formation, mais qui a décidé de faire autre chose de sa vie, et voilà, qui joue aussi. Et Simon Barès, dans le même profil, mais Simon Barès, putain, je me souviens. Il y en a plein qui s'en souviennent pas, mais Simon Barès. Oui, moi je me souviens. Simon Barès, j'ai commencé avec lui aussi. J'ai eu la chance d'aller à Cholet avec lui aussi. Et pareil, il a arrêté pour suivre sa voie professionnelle. Je crois qu'il est là, dernière trace que j'ai eu, je crois qu'il était aux États-Unis. D'accord. Mais ouais, c'était un joueur aussi que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses. Gros talent. Après, en adversaire, il y avait quoi? C'est Bastien Michino, qui était un star, Brian Bourgeois, qui est
parti avec moi aux États-Unis. Mhm. Il y avait pas mal de joueurs. Il y avait pas mal de joueurs. Antonin Galaya. Antonin. Galaya. Et c'est Martina Antonin Antonin, ouais. Galaya. Qui était avec moi au Ouais, lycée à Serra High School, ouais. Exactement. Qui était aux États-Unis aussi. Ouais. Donc, ouais, du beau monde. Du beau monde. Ok. À ce moment-là, c'est quoi ton poste de jeu et comment tu arrives? Parce que on va développer sur ça, mais moi je trouve que tu as une aisance avec le ballon. Bon, tu fais ton truc facile. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà le cas? Comment tu développes tes skills? Comment tu développes ton basket en fait? Alors, je vais dire que mon premier talent, c'était le dribble. Parce que je ne savais pas encore jouer au basket, mais j'ai eu une facilité à dribbler. Ouais, d'accord. Et puis, je regardais ce qui m'a amené au basket aussi, c'est Iverson, c'est N1. Je ne sais pas si à l'époque on se souvient. Oui. N1 mixtape où ça driblait dans la rue. Donc, je mettais la tape sur une télé et qui était à mon grand frère. Ouais. Et je prenais le ballon et je driblais devant. Sérieux? Je jouais pas encore au basket, Oui. mais je faisais déjà ça. Putain, ça me donne des frissons, ouais. Ok. Ouais, donc je sais pas, ça, j'ai eu une aisance avec le dribble. Et comment dire, ça m'a appris aussi à le travailler. Parce qu'après, par la suite, j'ai appris à travailler le dribble, le shoot et autres en faisant du basket. Oui. Mais des petits détails. Par exemple, sur mon dribble, je vais pas forcément m'arrêter de dribbler si j'entraîne mon dribble. Si je me dis je fais 30 minutes, je fais 30 minutes, mais je vais pas m'arrêter. Je vais faire pendant 30 minutes, je vais dribbler. Peu importe ce que je fais, parce qu'il y a tellement d'exercices. Ouais. C'est pas tant l'exercice, mais c'est comment tu le fais, quelle intention et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, sur le dribble, ça va être ça et ça va se développer sur le shoot, pareil. Je vais faire des shoots d'affilée. Au lieu de juste faire 10 shoots, tu vois, je vais shooter beaucoup aussi. Oui. On a peur souvent de rester après l'entraînement ou venir avant l'entraînement, mais c'est des petits détails comme ça qui font que tu progresses sur les skills comme ça. Ouais, c'est ce que tu mets personnellement dans ton craft qui te fait progresser en fait. Et ça, je sais que tu le fais beaucoup, tu l'as beaucoup fait. Et tu le montres sur les réseaux aussi. J'ai eu Un peu trop peut-être. Non, pas trop, il n'y a jamais trop. Sur ce genre de choses, il n'y a jamais trop, je pense, parce que tu montres l'exemple, même aux jeunes et à ceux qui sont plus vieux, hein, qui pensent que, voilà, quand entraîner avec l'équipe et c'est fini. Non. On a eu le temps aussi de faire des entraînements individuels à la MJC. Et c'était beaucoup de dribbles aussi. Beaucoup de dribbles, ouais, beaucoup de dribbles. Après, moi, bon, je suis meneur aussi, donc ça va aussi avec mon poste. T'es obligé. Donc, ouais. Ça passe par là aussi. Alors, ce moment-là, avant Cholet, les États-Unis, il y a aussi les camps Pietrus. Exact. Voilà, moi, c'est un moment fort pour moi dans ma carrière personnellement. Qui ont marqué toute une génération. Qui ont marqué toute une génération, 2005, 2000, tout ça là. Dis-moi tes ressentis par rapport à ça. Comment tu te sentais là-bas? Déjà, je vais commencer par dire que ces camps-là, ça, c'est dommage que ça ne s'est pas perpétué parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis de ça. Donc, voilà. Mais j'ai découvert ça un peu comme ça, comme tout le monde. La première édition, j'ai pas été. Je sais pas, je voulais voir à distance et tout. T'aimes bien regarder, toi, analyser. Avant, ouais, j'avoue. Et la deuxième année, j'ai été. C'était un peu l'année limite, tu sais, avant, quand t'allais pas au pôle. À 15 ans, c'était pas parti. La mentalité, c'est ouais, t'allais rien faire, etc. Donc, on va dire c'était la dernière année, soi-disant, pour moi. Dans ma tête, en tout cas. Et je me suis dit, je vais essayer. J'ai vu que l'année précédente, il y a des joueurs qui étaient partis de ça, etc. Et c'était un camp quand même bien parce que t'avais les joueurs pros qui passaient, t'avais des scouts NBA, t'avais Mike Pietrus ramenait des coachs, il y avait son agent aussi qui était là pour voir aussi. Il y avait pas mal de trucs qui étaient bien et c'est dommage que ça n'a pas continué. Et non, il y avait une ambiance incroyable aussi. On était des campeurs qui étaient motivés, quoi. Je sais pas comment se passait les camps. Enfin, si, je sais que les camps se passent bien, mais voilà, tellement qu'il n'y avait pas de téléphone, on était tous ensemble. On a créé une cohésion, en fait, de jeunes basketteurs guadeloupéens, tu vois, avec un Mike Pietrus qu'on voit à la télé et qui vient nous donner son expérience. Je trouvais ça incroyable. C'est vrai, moi aussi. Après ces camps, je pense que la suite pour toi, c'est Cholet. On est d'accord. C'est ça. Alors, je sais qu'à ce moment-là, Cholet, c'était the place to be. Oh. Les recruteurs venaient en masse, c'était des Antillais. Est-ce que toi aussi, tu fais partie de cette histoire-là, alors?
C'est ça. Cholet Portes. Parce qu'il y a Portes aussi dans le cas de Mike. Ok. Ça, c'était cool. Ah, je savais même pas. Bah, de base, je devais partir à Portes Ok. avec Tanguy Ramassamy. Ouais, je vois. Et ils avaient qu'une place finalement, donc Tanguy est parti là-bas. Et moi, au final, je suis allé à Cholet. D'accord. Et ouais, Et donc, Cholet, comment se passe le recrutement? On vient te voir, toi, on vient voir tes parents? dans le camp, tout simplement, dans le camp, j'ai fait le camp, j'ai fait un bon camp. Le recruteur de Portes s'est vite renseigné à savoir c'est qui ma famille et tout. Ouais. Mon frère était sur place, donc il a discuté un peu avec mon frère. D'accord, cool. Ensuite, ça allait un peu plus loin avec ma mère et voilà, tout simplement. Hein. Et Mais, donc, ouais. mais je voulais dire que effectivement, le fait qu'il y avait des recruteurs dans le camp, ça aidait facilement, tu vois. Ça aidait vraiment. Alors, de ce que j'ai lu, tu es champion de France cadet première division avec Cholet, c'est ça? Oh, t'as fait des recherches. On fait des recherches, on dit les choses vraies, les réalités. Non, mais explique-nous du coup, tu commences à MJCA, tu passes par les camps. Voilà, tu sens que le basket, c'est quelque chose que tu veux faire, je pense, que tu adores. Quand tu arrives à Cholet, tu arrives en France. Est-ce que tu as de la famille là-bas? Est-ce que c'est un pays que tu connais? Comment tu t'adaptes? J'ai de la famille, mais plus sur Paris, vas-y, dis. Non, mais sans basket d'abord. Comment tu prends le fait que tu vas dans un autre pays pour jouer au basket déjà? Bah, pour moi, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était facile parce que c'était mon but. Ah, ok, En soi, c'était mon but, clairement. Avant, je faisais du football, je voulais être pro au football. Ouais. Si tu veux. Mais non, mais tout le monde va dire ça. Donc, c'était pareil. Donc, c'était un peu mon but. Ça, on va dire, c'est une étape avant ton but. Ouais. Donc, je savais que je voulais partir. Et puis, malheureusement, ici, il n'y a pas de ligue professionnelle et pas toujours des opportunités pour nous. Donc, voilà. Ouais. Ensuite, j'avais de la famille sur Paris. En soi, me dire que je vais en France jouer et ne pas avoir ma famille à côté, je pense que pour moi, il n'y avait pas de souci. D'accord. Maintenant, le vivre, c'est différent. Ouais. C'est différent. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup été tout seul et je ne m'étais pas rendu compte que en vrai, là-bas, quand tu es tout seul, tu n'as pas de repère. Tu peux pas appeler maman, papa. Enfin, tu sais, tu peux appeler maman, papa, mais je veux dire, ils peuvent pas venir t'aider. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Et si on va dans le basket maintenant, en termes de basket, tu te sentais comment? Est-ce que c'était facile pour toi? Quelles ont été les étapes que tu as dû franchir à Cholet? À Cholet, honnêtement, il y a plein de joueurs. Donc, je suis passé de Guadeloupe, cadet, à jouer espoir et senior, à partir à Cholet. Donc déjà, c'était s'adapter au niveau. J'avais le niveau, mais jouer avec une équipe structurée, avec 15 systèmes, un coach qui est derrière toi parce que tu es meneur, il va falloir que tu sois là. En plus, je suis 1-2. Voilà, il y avait un bon meneur à côté de moi aussi, Yann Chipan. Yann Chipan, pardon. Mais Yann Chipan était en Guadeloupe, mais Yann Frédéric, je voulais dire, pardon. Yann Chipan, c'est un Guadeloupéen? C'est un Guadeloupéen. Ah, moi, je ne connais pas. Yann Chipan. Okay. Il jouait avec Sébastien Chinois à New Star. Ok, d'accord. Et donc, ouais, tout ça, un peu le niveau, s'adapter au froid, s'adapter au fait qu'il n'y a pas maman, papa. Même si, bon, j'ai été un peu tout seul, mais en fin de compte, ça fait la différence. Avoir un entourage, ça fait la différence. Pourquoi tu fais une seule saison à Cholet? Tout simplement parce que on est très vite venu me voir avec une proposition pour partir aux États-Unis. D'accord. Entre-temps, j'avais aussi des intérêts en Pro B. Un essai à Boulazac et un intérêt aussi avec Cousine et l'homme à Poitiers. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer et j'ai choisi les États-Unis. Tu as choisi les États-Unis. C'est Raoul qui te propose les États-Unis? C'est Raoul qui m'a proposé. C'est Raoul. Ok. Alors, là, on rentre dans un grand chapitre, je pense, avec beaucoup d'aspects. Et je partage aussi ce chapitre. On part d'ailleurs dans le même avion en 2008 Ça fait, avec Brian Bourgeois. On ne peut pas oublier Brian. Qui est au signe noir. Hein? Qui est au signe noir. Qui est au signe noir? Oui, il est au ouais. signe noir maintenant, oui, effectivement. Qui a fait un bon match. J'ai fait un seul match contre lui, il a fait un bon match. Shout out. Shout out Brian.
Alors, tu arrives aux États-Unis. À ce moment-là, quels sont les objectifs quand tu te dis que tu pars aux États-Unis? On part un peu dans l'inconnu, donc dans un premier temps, c'est essayer de s'imposer Mhm. et ensuite voir jusqu'à où on peut aller. Donc l'objectif pour moi, c'était université, hein, clairement. Mhm. Et peu importe, quelle université, mais université. Est-ce que tu penses que ton jeu était adapté au jeu américain? Je pense que j'avais les qualités pour avoir le jeu européen comme le jeu américain. D'accord. Donc j'ai un peu fondé mon jeu sur ça, sur la Ouais. polyvalence. Donc oui, je pense que mon jeu était adapté Ouais, pour moi les je pense États-Unis. aussi. Hein. Je pense aussi de tous les joueurs, je pense que tu es un joueur qui correspond complètement au jeu américain. Donc tu arrives à Renaissance Academy, C'est ça. si je ne dis pas de bêtises. Avant Renaissance Academy, on est à la Crenshaw. Aïe! La Ah mais Crenshaw. oui, Crenshaw putain, t'as la Estate. Crenshaw! Crenshaw Estate. Putain, je devais aller là aussi. Ah, ah ouais! Ah non, là, Donc mais- Crenshaw, mais C'est ça, c'est ça. attends. Donc tu passes de Crenshaw à Renaissance, mais avant, là, alors pour remettre dans les choses dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas Los Angeles, Crenshaw c'est un quartier assez chaud des États-Unis, de Ça. Los Angeles, pardon. Il y a les histoires de gangs, il y a les histoires aussi des Américains, quoi, qui sont juste fous entre eux. Ça va Crenshaw, c'est... Cool, franchement, cool, franchement. On était déçus de pas pouvoir rester. Ouais, j'imagine. Ouais, mais franchement cool. Grosse expérience. Après aussi, bon, on a un peu expérimenté les premières caricatures au State. Mhm. Par exemple, on va à l'entraînement, je vois un petit gars, je lui demande, ouais, t'as quel âge? Il me dit 16 ans, full tattoo, face tattoo. Ouais. Ah ouais, donc Oui. on nous a emmené manger les waffles, les pancakes Ouais. taillés d'une assiette. Ouais, quand même, c'était pas mal. Les big cars, les big voitures, pardon. Ouais. Euh, Non, mais tu te c'est souviens pas quand on est arrivé à l'aéroport, déjà Fabrice Séné vient nous chercher. C'est ça? Est-ce que tu te souviens, moi j'ai ce souvenir-là, Fabrice est habillé tout de bleu. Ah non, j'ai pas Tu ce te détail. souviens pas? Alors Ça peut-être doit- que, en fait, j'espère que Brian se souvient de ça parce Je que sais qui peut se souvenir de ça. Il y en a un qui se souvient de tout. C'est lui qui me rappelle tout, mais moi, je me souviens de rien. c'est qui? Thierry, Titi. Il me a raconte tous les tout. souvenirs. Là, ouais, c'est lui qui me rappelle des fois des trucs. Je me dis, putain, mais... Ouais. Non, mais on est arrivé dans une famille d'accueil, on arrive, et là, il y a une espèce de... Désolé, hein, c'est une caricature, je sais, mais une dame qui est un peu obèse, quoi, tu vois, Ah dans ouais. une maison. Tu te souviens pas de Je me ça, souviens Gilles? pas de ça. Putain, bien petite dans le hood. Et là, il nous Ouais. amène des espèces de burgers, quelque chose, tu vois. Moi, je Ouais. mange pas parce que Ouais. j'arrive pas encore à m'adapter à ça, mais c'était une expérience incroyable. Donc, attends, bref. Tu arrives, tu passes de Crenshaw à Renaissance. C'est ça. Renaissance, c'est une prep school, si je comprends. Non, c'était un high school. C'est hein. une high school, C'est une high ouais. school, ouais. Alors, quelle est une journée type? Comment tu te fies au basket, à la langue? Raconte-moi ton expérience. Premièrement, Brian Bourgeois, c'était celui qui parlait le mieux entre nous, anglais. D'accord. Donc ça nous a aidé facilement, ça nous a aidé grandement. Ensuite, quoi, le matin, on se levait, on allait en cours. Je crois qu'à midi, on allait en lunch. L'après-midi, vers 15h ou 16h, on allait à l'entraînement. Et puis voilà. Hein. D'accord. Les matchs, c'est des matchs tous les jours? Non, pas tous les jours, tous les 2 jours. Les entraînements, c'est après l'école, du coup? Les entraînements, c'est après l'école. Après, ça arrivait qu'on vienne nous chercher le week-end pour pouvoir faire des entraînements ou des matchs, etc. Parce que les matchs, contrairement en France, Oui. ça pouvait être la semaine. Ouais. Des fois, on avait un tournoi, c'était toute la semaine. Ça pouvait être aussi le week-end. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de jour prédéfini. Ok. Donc, voilà. Alors, combien de temps t'as pris pour apprendre la langue? Parce que à l'école, je pense que ça devait être compliqué au début. Pour moi, c'était la merde. Moi, j'ai une anecdote sur ça. Vas-y, dis. Le soir, avant de prendre l'avion pour aller au State, moi et mon frère, on dormait dans la même chambre. Et je me réveille, je me dis, putain, je dis à mon frère, putain, comment on dit j'ai faim? Parce que si j'ai faim, comment Comment tu dis Tu vois, ta fin, ouais. je savais dire what's your name, Ouais. c'est tout. C'est vraiment tout. Ah ouais, Et- t'étais pas sur l'anglais du tout. Ah ouais, non, c'est vraiment tout. What's your name, et c'est tout. Et après, dans les cours même, il y avait des modules qui nous aidaient pour pouvoir Ouais. apprendre de manière rapide l'anglais. Oui. On était immergés aussi. Tout le monde parle anglais, on n'a pas le choix de parler en anglais. Donc moi, j'ai pris 3 mois. J'ai
Ok, pour moi, ouais. c'est bon ça. 3 mois, c'est la 3 mois base. pour m'exprimer Ouais. correctement. Peut-être avec de tas petites fautes, Oui, bien sûr. mais m'exprimer correctement. Pour Ouais, comprendre 3 un mois. minimum, quoi. Ouais, 3 mois. D'accord. Ça va très vite. Quand on est immergé aux États-Unis, avec l'anglais partout autour de nous, Ouais. ça va très vite. Ouais. Alors, il y a peut-être des gens qui vont regarder ça, des jeunes qui ont envie d'avoir une expérience aux États-Unis. C'est Ouais. pour ça que j'essaie d'avoir le plus d'éléments possible. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais quand tu n'étais pas à l'école ou au basket? C'était quoi tes day off? On était un peu livrés à nous-mêmes, hein. Je te cache pas que... On était un peu livrés à nous-mêmes. On habitait chez... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon... Voilà, mais on habitait chez un gars qui habitait juste à côté du Rose Bowl, Ok. qui était un terrain de foot US où les universités, les matchs finaux, ils venaient les jouer là. Il y avait des fois des équipes NFL rarement qui venaient en pré-saison là. Ok. Donc c'était une animation pour nous. On Ouais. allait traîner un peu là-bas. D'accord. On était à côté de Pasadena, donc moi... C'est ça, j'allais dire, ouais. C'était entre Crenshaw et Pasadena. Il y a peut-être, je sais pas s'il y a une différence, mais bon. Il y a une différence même quand même. chose. Il y a une différence quand même. Tu sens que Crenshaw, c'est un peu plus, c'est un peu plus hood, même si Pasadena, c'est hood aussi. Ouais. C'est hood aussi. Ok. Donc, moi, j'allais traîner un peu à droite Ouais. à gauche, découvrir Ok. un peu, m'arriver Oui. un peu de toi bricoles, pas de violence, mais de toi bricoles. On m'a questionné ouais, d'où je viens et tout. J'imagine. Le classique. Ouais, j'imagine, parce Le que classique. non, tu vois, tu as une carrière d'athlète, donc on demande forcément, et vraiment, moi, je me suis dit que j'allais te poser cette question sur le podcast. Tu réponds comme tu veux, mais clairement, moi aussi, j'ai indirectement été confronté à la... Je dirais pas que c'est une violence, parce que physiquement, moi, j'ai rien eu, et toi, tu dis que toi non plus, mais voilà, tout ce qui est gang, tout ce qui est atmosphère aux États-Unis, comment on arrive à s'en sortir dans ça, et quels sont les conseils pour ne pas mettre sa vie en danger, quoi, simplement. Pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce que quand tu regardes bien, si tu vas à Bois-Hippo aujourd'hui, je ne dis pas que c'est pareil. Mais en fait, on a grandi autour de ça, en fait. Je suis pas de ce monde, mais j'ai grandi autour de ça. Ouais. Donc, mes amis d'enfance, c'est dans ça qu'ils sont. Mes connaissances aussi, enfin, voilà, c'est autour de nous en Guadeloupe. Donc, partir là-bas, c'était un peu la même chose, sauf qu'il y avait des règles vraiment différentes. Pas porter de rouge, pas porter de bleu. C'est ça. Faire attention à où tu vas, les casquettes, t'oublies. Ouais. Ouais. Parce que tout ça, c'est souvent affilié. Il y a beaucoup de gangs. On a souvent tendance à croire qu'il n'y a que des Crips et Bloods. Ouais, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gangs aux États-Unis. Donc, Les Mexicains, voilà. Ouais, tout ça. En général, quand tu pars là-bas, on te briefe un peu. Ouais. Et ensuite, après, c'est simple. C'est simple. Pour nous, les Antillais, c'est encore plus simple parce que on a certaines règles aussi qui sont compatibles avec là-bas. Voilà, pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et faire Ouais, je suis attention. d'accord. Ouais. D'accord. Donc ça a été. Pour toi, c'est pas d'incident. Deux toits check. Rien à dire. Where you from? Deux toits check comme ça. Et quand on te dit where you from, tu réponds quoi? Bah, tu vois clairement que c'est des gangsters, j'ai envie de dire. Donc, tu es clair. Moi, j'ai été clair que je fais du basket. Playing basketball, I'm French. I'm French. La spéciale. I'm French. Mimi, c'est ça pour dire je suis français. I'm French. I'm French. Ok. D'accord, ok. Ouais, aux États-Unis, ouais. Ouais, non, moi aussi, j'étais à Inglewood. Ouais, c'est pour ça aussi. Ouais, ma famille d'accueil était à Inglewood et c'était les soirs, t'entends... Bon, j'ai grandi à du gazon, moi, donc j'entends pas forcément de fusil, mais t'entendais des pa, 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 pa. Tous les soirs, littéralement, pendant une semaine, je me souviens, ou deux, enfin, littéralement tous les soirs, règlement de compte à fond derrière chez toi, tu vois. Ça m'arrive aussi. Tu vois. C'est chaud, hein. Et donc, ta famille d'accueil, est-ce qu'elle te protégeait ou elle t'aidait un peu? Et aussi, explique-moi cette notion de famille d'accueil, parce que c'est un gros truc aussi. Tu vois comment tu rigoles? C'est incroyable. Parce que je sais pas si je peux dire, mais dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Je veux pas dire pour pas faire effrayer les futurs jeunes. Mais une famille d'accueil cool, c'est un vieil homme, donc il nous protégeait pas forcément. On faisait juste attention, quoi. Ouais. C'est tout. Est-ce que tu as eu le temps de faire des tournois d'été, AAU? Vite fait, sur mon année senior.
D'accord. Mais c'est trop tard, ça. Tu dois faire ça Exact. freshman, Avant, sophomore. exact. On va dire qu'on a été les premières expériences. Donc, Ouais, on d'accord. a un peu loupé ça. On a Ah, un ok, peu loupé ouais, ça. je vois. Ouais. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'était l'été, je rentrais en Guadeloupe. Ouais. L'année senior, j'ai fait peut-être 2 petits tournois, mais bon, c'était pas des gros CEU ni quoi que ce soit, donc c'était pas trop intéressant pour moi. J'avais déjà pas mal d'intérêt pour des universités et tout. Ok. Moi, c'était plus un problème de SAT. C'est-à-dire que on nous a informé, pareil que les EU, trop tard de l'existence des SAT. Donc, tu sais, c'est chaque mois, tu passes l'examen et il restait 2 sessions, quoi. Mais, ouais, vas-y. Je l'ai eu au bout du 2e, donc c'était un peu tard pour moi. D'accord, ok. On a fait un peu sur ça, en fait. Ah oui, j'avais oublié ce truc. C'est vrai que SAT, c'est un peu le bac. C'est ça, finalement. C'est le truc qui Finalement, confirme que tu as fait tes années Exact. lycée. Même si tu es gradué de ton université, hein, donc en fait, Ouais. c'est comme si tu as 2 examens, en gros. Ok. Donc je l'ai eu, mais un peu en retard. Ouais. Mais par contre, j'avais quand même des offres, donc c'était plus ça mon problème, les SAT. Alors, est-ce que c'est le... Parce que moi, j'ai pas de souvenir que tu aies joué en université. Si, je suis allé en junior collège. Ok, t'es allé où? Casper College. Ah oui, ça me parle. Collège, Wyoming. D'accord, ok. Ouais. Et donc, est-ce que, alors, AAU, SAT, tout ça font que tu peux avoir une D1 school et tout, tu vois? Est-ce que tu regrettes ça? Parce que je pense que c'est ce qui a freiné le fait que tu puisses évoluer en université. Alors, pour moi, c'est un cas spécial parce que j'avais pas mal d'offres de D1. Le problème, comme je t'ai dit, c'était mon SAT. Une fois que je l'ai eu, j'avais une équipe que j'avais plus d'intérêt pour eux. C'était Utah Ute. Ok. Utah Ute. Il y avait quand même pas mal d'équipes. Utah Ute, c'est Pac-12, ça. Pac-12, ouais. Yeah, Je ils sont crois que c'est rouges. Pac-12 actuellement, ouais. Ouais. Ouais, rouge. Mais il y avait quand même pas mal de bonnes universités quand même. Hein. UC Davis aussi. UC Davis. Ah, ça, c'est Big West. Yes. UC Davis. Il y avait pas mal de bonnes universités. D'accord. Le problème, c'est que Utah Ute voulait pas attendre la dernière session parce que j'avais raté le premier, je te souviens. Et du coup, ils ont pris quelqu'un d'autre. Et quand j'ai eu, ils m'ont dit, écoute, va dans cette JUCO. Parce que j'avais pas du tout d'offre de JUCO, en fait. J'avais que des offres de D1. Ils m'ont dit, va dans cette JUCO et ensuite, on te récupère après. Donc, j'ai réfléchi, je fais un choix, encore une fois, et je suis parti sur ce chemin, du coup. T'es parti au JUCO. C'est Ok, donc, sans savoir vraiment qu'est-ce que c'était, hein, parce qu'en vrai, tu sais pas, ouais. C'est les premières voilà, expériences. c'est ça, Ouais. c'est ça. Alors, mais tu pars en JUCO, d'accord? Ça se passe bien, j'imagine? Ou Ça se passe bien. tu joues bien? Tu fais tes stats pour pouvoir ensuite intégrer une D1 ou pas? Tout à fait. En fait, je me blesse en cours de saison. Après, bon, comme tu as dit, c'est vrai, j'avais quelques facilités dans le jeu US, qui était un jeu assez rapide, athlétique et tout. Donc, j'avais quand même pas mal d'intérêt, juste parce que mon style de jeu attirait de l'intérêt. Donc, par la suite, il y a San Diego State qui est venu aussi. Le problème, c'est que j'ai raté 2 classes sur mon dernier semestre. Et dans mon scholarship, il y avait tout compris, en fait. Il y avait tout compris, je fais rien du tout. Mais c'était pas... les summer school n'étaient pas compris, en fait. Donc, je pouvais pas aller payer la classe 20 000 balles, 20 000 euros, parce que c'était 20 000 euros la classe. Ouais. Donc, 40 000 euros les deux. Donc, et puis, de toute façon, j'étais en manque d'argent, tu vois, on n'était pas payé là-bas, c'est pas comme aujourd'hui, les NAL, on aurait été riches. On aurait été bingo! On était des millions! Ah ouais. Mais du coup, voilà, j'avais besoin aussi d'argent, je commençais à prendre de l'âge et voilà, j'ai fait le choix de démarrer ma carrière pro en France. D'accord. Alors, attends, mais avant la France, donc, tu vas pas en D1, tu es déçu, tu es comment? Parce que Gilles, c'était ton univers, t'aurais tout tué là-bas, tu vois? C'est ça. Non, je suis... Tu regrettes un peu, tu te dis... Pas forcément. Je regrette de pas avoir eu un entourage qui m'ait informé un peu, qui m'ait aiguillé un peu mieux. Ça, c'est clé de Ça, c'était un ouf. peu le truc qui m'a manqué. Ouais. Sinon, pas forcément, parce que pour moi, j'étais plus en mode je dois réussir, tu vois. Je dois gagner ma vie. Oui. Voilà, tu vois, j'ai pas
des gros objectifs forcément, aller en NBA, mais pour moi, je voulais gagner ma vie comme ça. Et voilà. Ouais. Donc pour moi, c'était juste le début de ma carrière, quoi, tout simplement. D'accord. Le démarrage, et puis voilà. Alors, on va arriver sur la France, t'inquiète pas, mais si tu pouvais choisir une université parmi elles toutes, c'est laquelle qui te faisait rêver, entre guillemets? Je pense à la dernière qui est venue, San Diego State. San Diego State. Aïe, 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 Je pense aïe. que j'aurais vraiment été là. Ah ouais, il y a ma pote qui est directeur of operations là-bas. Ah ouais. San Diego State, c'est lourd, le gymnase est beau, tout, j'ai eu la chance de jouer là-bas. Ah. Ok, d'accord, Kawhi d'accord. Leonard qui m'a donné envie. Qui? Kawhi Leonard. Ah ouais! Il est parti et tout. Mais bon, j'ai vu, Oui. tu sais, on était là-bas, donc on voyait les matchs universitaires ou high school à la télé et tout. Donc, Ouais, regardez quelle université qui était, comment, etc. Donc, d'accord. ouais, San Diego State pour moi. Ok. Alors, du coup, tu as fait les deux formations, française à Cholet, on va dire aussi un peu en Guadeloupe parce que c'est le système français, Tout à fait. et américain. Honnêtement, laquelle tu préfères? Laquelle tu penses est plus bénéfique pour une carrière de basketteur? Dis la vérité, là. Pour moi, ça dépend de où et qu'est-ce que tu veux faire. Si ton but c'est la NBA, enfin même si ton but c'est la NBA, en vrai, pour moi, je pense que aller en France avant d'aller aux États-Unis, c'est important. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment te développer. Maintenant, si tu peux pas, c'est pas freinant, mais en fait, il faut aller là-bas et être vraiment solide. Donc, moi, je dirais, si tu veux jouer en Europe, ce serait mieux que tu ailles en centre de formation. D'accord. Si tu veux te développer en tant que joueur, développer tes skills et potentiellement voir ensuite si tu vas en NBA ou autre, tu peux potentiellement aller aux États-Unis. Mais pour moi, je conseille quand même d'aller en France Ah ouais. avant les States. Ouais. D'accord, je partage pas du tout ce point de vue. Je pense que les Possible. États-Unis te permettent de te développer, que ce soit mentalement, C'est vrai. physiquement, C'est vrai. basketement, tu vois, enfin... Individuellement. Voilà, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. T'as le cursus scolaire qui te permet très jeune. Parce que nous, on est venus en high school, mais les middle school font aussi ça, tu vois. C'est ça. Mais C'est nous ça. aussi, finalement, le crêpe, c'est tout. Mais voilà, enfin... Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas là-bas, tu es confronté à tous les meilleurs joueurs aux États-Unis. Ouais. Donc ça, c'est dur de s'imposer comme ça. C'est imposé, mais je veux dire, de s'imposer au niveau de rentrer dans une draft, faut déjà aller dans une D1, s'imposer aussi là-bas. Donc c'est très, très dur. La plupart du temps, c'est des joueurs qui sortent de centre de formation, qui arrivent à s'imposer et partir. Si c'est pas le cas, c'est des joueurs qui sont immergés déjà depuis tu vois, les premières années high school. Ils sont déjà aux États-Unis, ou alors ils ont grandi là-bas et tu vois, Joachim Noah. Moi, je pars de ça. Effectivement, l'expérience personnelle, je pense que moi, je suis le premier à dire, je suis parti là-bas pour développer un peu mon jeu, mon game, etc. Maintenant, si je voulais vraiment me dire, bon, je veux juste devenir pro et apprendre le basket et être efficace dans un système 5 contre 5 en Europe, je serais parti en France. Ok. Bon, ben, je respecte ça, ouais. Il y a plusieurs voies, en tout cas. Il y a même maintenant le Canada, l'Espagne, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font qu'un joueur peut se développer en tant que basketteur. C'est ça. Très bien, les États-Unis, ça a quand même été une expérience concluante pour toi. Tu as pu te développer et là, tu arrives du coup en France. Tu décides de continuer ta carrière et de commencer ta carrière professionnelle, pour le coup, si je ne me trompe pas, à Blois. C'est ça. Ouais. Ah bah. Alors, on va quitter les États-Unis. Comment tu arrives à intégrer ton jeu, qui est du coup devenu un peu plus américain, au système français? Ça, c'est des vraies questions. Ah, mais c'est une vraie question. C'est technique, j'avoue que c'est technique. Ouais. Parce que c'est vraiment le jeu européen français est vraiment différent du jeu américain. Ça passe par des great OG, on va dire, des anciens. Donc forcément, quand j'arrive, je suis tout ce qui est individuel, me créer un shoot, créer quelque chose, un décalage, ça n'a jamais été compliqué. Maintenant, de la lecture de jeu, là tu rentres un peu dans le cœur du métier, en tout cas en Europe. Et ça a été tout un apprentissage parce qu'à Cholet, ça a été une première...
enfin, on va dire ça comme ça, une découverte à ce niveau-là. Parce que bon, la lecture de jeu au niveau professionnel en France, je trouve à un bon niveau, c'est vraiment élevé. Euh, donc voilà, apprendre des anciens, apprendre du coach. Et voilà, le reste, effectivement, aller aux États-Unis m'a permis de me développer sur pas mal d'aspects de mon jeu. Donc ça a été plutôt simple. Est-ce qu'on te fait confiance du coup? Parce que tu sors des États-Unis, donc on te voit littéralement un peu comme un Américain, même si tu es français. Ah, Est-ce qu'on te fait confiance? Franchement, ça, c'est un truc, j'ai toujours le doute. Parce que j'ai un peu les bons côtés et les inconvénients des deux mondes. C'est Ah ouais. vrai. Ah ouais, hein. On arrive avec une espèce de truc sur notre dos, en C'est mode ça. tu es aux États-Unis, mais tu Ça va, tu es français. Alors, tu as aussi beaucoup fait d'équipe, si je peux me dire comme ça. Comment tu expliques le fait que tu changes, tu as beaucoup changé d'équipe? Pourquoi tu n'as pas trouvé une équipe avec un projet à long terme qui te convenait? Et là, en ce moment, tu sais quoi les actualités Alors, bien sûr, tu étais avec EDO là, mais avant EDO, tu joues en France toujours? Tu joues toujours? Avant, j'ai joué en France, ouais. Je joue en France en National 3. D'accord. Donc moi, j'ai pas. En fait, je suis arrivé dans une partie de ma carrière où j'ai pas. Je suis pas obligé de rester sur les contrats en France. Je peux aussi rentrer parce que, comme je t'ai dit, j'ai des impératifs aussi en Guadeloupe. Mhm. Maintenant, je suis arrivé sur une partie où je peux faire des allers-retours. Jouer en Guadeloupe, jouer en France. Donc, on va voir comment ça se passe. Si j'ai encore de l'intérêt aussi des équipes en France, tout Ouais. simplement. Ouais, Hein. ouais. Probablement. Et puis, si ça continue, jusqu'à là, c'est le cas. Donc, ça continue, je continuerai. Quand ça s'arrêtera, ben voilà. Est-ce que tu penses que les équipes en France doivent toujours avoir de l'intérêt pour toi? À ton âge et avec toute ton Alors, expérience? c'est eux qui voient, hein. C'est eux qui voient. Moi, Non, mais toi, Gilles, est-ce que tu penses que tu peux toujours jouer en France et est-ce que je et pense que péter? je peux encore aller là? Oui. Je pense que oui. Après, bon, tu sais, le basket, je pense que c'est aussi une histoire de projet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on met dans une certaine position. Maintenant, c'est à lui de faire le boulot aussi. Ouais. Donc, il faut les gens aussi pouvoir avoir cette vision pour toi. Donc, moi, personnellement, j'ai pas forcément l'objectif de faire ça parce que pour moi, ma carrière est plus derrière moi que devant moi. Je profite juste de ce que voilà, ma carrière peut encore m'apporter Oui. avant la fin. D'accord. Donc voilà, je dirais que j'ai encore les capacités de. Ouais. Maintenant, bien sûr, il faut illustrer parce que là, je monstre. Mais voilà, c'est pas forcément mon objectif. Moi, je suis plus là, je dirais pour aider, pour transmettre. Je peux arriver aussi dans une partie de ma carrière où c'est plus ça le boulot pour moi, transmettre Ouais. ce que je peux transmettre, hein, parce que c'est pas mon point fort non plus. D'accord. Mais tout au long de ma carrière aussi, j'ai appris Ouais. à transmettre aux jeunes aussi comme on m'a transmis. Oui. Donc, D'accord. C'est vrai qu'on t'a jamais vu sur des camps et tout encore. C'est quelque chose. Ça fait partie de la transmission, ça. ça fait partie de la Est-ce que ça peut transmission. être dans tes projets, tu vois? Je dis pas que ce serait le Gilles Tacita camp, mais au moins que tu sois un coach là, quoi. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Après, bon, encore une fois, à l'état à droite à gauche, Ouais. c'est compliqué. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais je pense une fois que j'aurai arrêté ma carrière, ce genre de truc sera beaucoup plus simple pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va se diriger vers la Guadeloupe maintenant. On va rester en Guadeloupe. On va terminer cet épisode en restant chez nous en Guadeloupe. Déjà, juste avant, comme ça, quels sont les endroits? J'aime bien poser cette question aux athlètes. Quand tu rentres en Guadeloupe, quels sont les endroits où tu vas chill un peu, où Que je vais tu te chill. sens bien? J'attends que tu me montres les Ah ouais. Ouais. C'est toi qui les connais. Tu as tes endroits très bien. T'es plus plage, rivière, voilà. Dis-nous un peu, Alors, qu'est-ce que tu chill, qu'est-ce que tu manges? alors je suis un peu de tous les mondes, hein. Je suis ni l'un ni l'autre. En même temps, j'aime bien profiter aussi d'y aller. Pourquoi? Parce que en ayant grandi ici, c'est pas non, j'ai pas tout le temps envie d'aller à la plage ni à la rivière. Par contre, quand effectivement je rentre en Guadeloupe, je profite d'aller à Port-Louis, Anse-Bertrand. Yes. La plage, hein, la plage de Port-Louis, la plage d'Anse-Bertrand. Ouais. Et comment elle s'appelle déjà? La Caravelle
à cette année. D'accord. Voilà, c'est Ouais. mes 3 plages favoris. C'est vrai? Ouais. Caravelle, avant, je disais, non, mais peut-être plus la Caravelle. Mais Anse-Bertrand-la-Chapelle, incroyable. Ah, ça va, t'aimes bien? Ah ouais, j'adore. Je sais pas, il y a une espèce de truc paisible là, j'aime beaucoup la Chapelle. Pour lui, il y a trop de monde. Il y a trop de monde pour Et toi. la Caravelle, il y a trop de sargasses. Ça pue. Ok. Mais ok, Non, mais d'accord. tu te mets un peu plus loin, il y a rien. Il y a un petit spot. Et en termes de workout, je sais que toi aussi, tu es beaucoup dans le gym et en Guadeloupe surtout. Et là, notamment, je vois sur les réseaux que tu fais du fitness dehors et tout. Voilà, tu as des endroits comme ça où tu aimes bien Bah, t'entraîner. mon endroit numéro 1, c'était au gymnase des Alpes. Il est mort, ça a crasé. Maintenant, faudra venir me voir à Maripo. À Maripo, Oui. ben, vous vous entraînez là-bas, je Ouais, crois. on s'entraîne là maintenant. Ben, on n'a voilà. plus le choix. Voilà, terrain extérieur Ouais. couvert. Oui. Donc là, c'est un bon spot pour moi. C'est là où je vais, tout simplement. D'accord. Sinon, il y a quelques spots street workout, si tu veux, gosier. Ouais. Je passe du temps là-bas aussi de temps en temps. Et puis voilà, hein. On a la chance d'avoir des mornes, des plages partout, des rivières partout. Donc moi, si je veux faire une séance là, tu vois, je me prends pas la tête, je fais n'importe où et puis voilà. C'est ça notre chance hein, en tant que Guadeloupéens qui ensuite partent à l'extérieur ou même qui jouent ici. Qu'est-ce que je raconte? Qu'on a tellement de ressources ici. Vraiment, moi j'adore parler de ça sur ce podcast, c'est que les ressources du pays sont énormes pour pouvoir se développer. Et j'aimerais bien que les jeunes aussi, ou même les plus anciens, comprennent ça, quoi. Que c'est pas forcément que dans le gym, c'est que... C'est difficile parce que bon, quand t'es immergé dedans, tu te rends pas compte. Ouais. Tu te rends pas compte. C'est les gens d'extérieur, Quand on revient, on dit ça, ils le prennent, mais à moitié, on va dire. Je pense qu'il faudra vraiment un travail de fond pour se rendre compte de ça. Mais c'est surtout la mentalité d'arrêter de penser que c'est impossible pour nous de faire ce genre de truc, tu vois, d'aller à NBA ou de partir en Europe, de partir en France, en Pro A, en Pro B, en National 1, ou même autre, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup de talent ici, je trouve. Il y a beaucoup de talent ici. Maintenant, il faut illustrer tout ça, avoir les infrastructures et changer les mentalités, je pense. Changer les mentalités. Changer les mentalités. C'est très bien sur la prochaine question que je vais te poser. Qu'est-ce que tu penses du basket guadeloupéen? Je pense qu'on a du talent. Enfin, on a des qualités. Pas forcément parler de talent, on a beaucoup de qualités. Maintenant, on devrait plus se pencher. On aime bien se pencher sur tout ce qui est américain, la NBA et tout. Je trouve qu'on pourrait faire un peu des deux, se mixer un peu plus. Parce que on a beaucoup de joueurs qui passent par la France et ça les aiderait plus, je pense, de s'adapter aussi aux jeux européens. Donc d'avoir on a des systèmes, mais se perfectionner plus sur ça. Tout ce qui est système, tout ce qui est lecture de jeu, tout en négligeant pas le côté fast break américain, jeu rapide, jeu athlétique et tout. Donc, on est très athlétique. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup de qualité. Le basket guadeloupéen est bon, mais on a une marge de progression et ça aurait été bien qu'on se mette dessus. Parce que quand tu regardes, on sort beaucoup de joueurs. On sort beaucoup de joueurs chaque année. T'as vu ça? On sort énormément de joueurs chaque année et je pense qu'on n'est pas mauvais là-dessus. Hein. Non, pas du tout. Je dis pas ça parce que on est mauvais là-dessus. Je dis ça tout simplement parce que je pense que si on pourrait faire mieux, ça aurait été là. Simplement. On sort beaucoup de joueurs et je me suis toujours dit que si on fait une équipe que de basketteurs guadeloupéens, Gilles, Une équipe de la Guadeloupe. Une équipe de la Guadeloupe. Mais que tu fais une équipe A, B, C, D, E, jusqu'à E, on écrase beaucoup de personnes, tu vois. Est-ce que je serais sélectionné même? Mais bien sûr que t'es dedans. Oui, t'es dedans. Je sais pas. Hein. Dans les E, là, c'est bien dedans. Non, bien sûr. Il y a des joueurs. Hein. Il y a des joueurs qui sont là. Et moi, ce que j'aime là, avec le basket guadeloupéen, c'est que je pense qu'on commence à réaliser que il faut qu'on transmette. Et qu'on dise aux jeunes comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, comment ça peut se passer, tu vois. En ce moment, on est dans les playoffs, phase finale. Il y a beaucoup d'engouement autour de la GGB. Comment, est-ce que tu peux me donner un peu de ressenti de comment se passe ton équipe? Comment ça va? Comment ça va, le DO? Écoute, il y a des... Comment dire?
Il y a des démarches qui sont en cours, donc je peux pas trop m'étaler dessus. Maintenant, nous, ben, forcément, on accuse le coup, hein, on est déçus. Ouais. Tout simplement, on trouve ça tout simplement dommage que ben, les deux parties, on en soit arrivé à là, que il y ait une équipe qui ait 18 victoires, 0 défaite dans une saison, ne puisse pas représenter champion anti-Guyane en plus, ne puisse pas défendre son titre. Tu vois, pour moi, c'est un manque de crédibilité pas forcément de la Ligue, mais sur le championnat, tu vois, et c'est dommage. Tu penses qu'il y a des choses qui auraient pu être faites autrement pour pouvoir... Des deux côtés. Je pense que des deux côtés, Ouais. voilà, il y a des choses qui auraient pu être faites autrement. On peut pas sanctionner une équipe qui a fait une saison comme ça, sur des playoffs comme ça. Moi, je trouve ça dommage. Est-ce que vous aviez l'objectif de gagner la Game Argo aussi? Bon, bah, on avait l'objectif d'essayer d'aller le plus loin possible, clairement. Ouais. Maintenant, effectivement, il y a plein d'équipes en face qui sont solides, costauds. Donc, voilà. Mais pour nous, ouais, l'objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Ok. Bon, moi je connais pas trop de cette histoire et je suis pas, j'ai pas essayé d'aller fouiller, savoir ce que c'était. J'avais envie d'avoir ton ressenti plutôt parce que tu es dedans et finalement tu es aussi rentré en Guadeloupe un peu pour avoir cette opportunité ouais, de représenter et de jouer. C'est dommage parce qu'en plus de ça, ben, tu vois, c'est une année où il y a un joueur emblématique qui retourne à Auger, Gauskas. Ouais. T'as GGB qui est de mieux en mieux. Une bonne équipe. Donc c'est des playoffs déjà, des bonnes playoffs que tu sacrifies. Derrière, bon, ouais, pour moi personnellement, ça avait un goût aussi spécial parce que c'est des joueurs contre qui j'ai joué contre, ou alors que j'ai vu en étant petit. Tu vois, les Leslie Megabert, les Trobo, il y en a tellement, voilà. Ensuite, anti-Guyane, pareil, tu vois. J'ai cité Yann Frédéric en Guyane. Okay. Il y a l'équipe de Martinique aussi qui est très très solide aussi. Ouais. Donc, c'est dommage, mais je trouve que c'est de la mauvaise pub en plus en soi pour le championnat guadeloupéen. Manque de crédibilité. Tu vois, donc, ouais. Je pense qu'on s'est peut-être un peu attardé sur ça, quoi. Et bon, on laissera passer l'affaire. On verra, ouais. Pas juriste, hein. On verra ce qui va se passer. Est-ce que tu as l'intention de revenir l'année prochaine? Est-ce qu'on te verra encore avec le Déo l'année prochaine? De base, je suis venu pour 6 mois. Je suis venu pour 6 mois. Je vais les consacrer ce temps à ce que j'ai à faire en Guadeloupe. Maintenant, je suis pas contre de prolonger, de rester un peu plus longtemps, hein, clairement. Maintenant, c'est pas prévu normalement. Donc, on va voir ce qui se passe cet été. D'accord. Et puis, on verra. Dis à Thierry Frédéric de venir sur le podcast. Je la harcèle depuis décembre. Il me dit Janoun, je suis occupé. Titi. Et café. Titi. Mais surtout après ce qui se passe à Déo, bon, je vais le laisser un peu tranquille, mais il viendra. Ouais, attends un petit peu. Parce que attends un petit peu. Il est chaud. Il va me te foutre le bordel là. Attends. Laisse une semaine encore. On va terminer cet épisode. Gilles, merci d'être passé, mais avant, j'ai 2 autres questions. Est-ce que tu es satisfait de ta carrière? Est-ce que tu es content? Moi, je suis satisfait de ma carrière, tout à fait. Oui, puisque j'ai donné le maximum que je puisse donner, sans regret. Je pense qu'il y a des choix que j'aurais fait autrement, il y a des erreurs que j'aurais fait autrement, mais globalement, ouais, je suis satisfait de ma carrière. D'accord. Ouais. Et puis, bien sûr, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour ces jeunes qui ont l'ambition de faire comme toi, de partir aux États-Unis, de jouer en Euroleague, de jouer en NBA, de jouer au basket tout court à un niveau assez sérieux, quel serait ton conseil pour qu'ils réussissent? De se concentrer sur leur jeu, de se concentrer sur leur game, le développement de leur jeu, ne pas négliger tous les aspects du basket. Comme j'ai dit, hein, on parle de la lecture de jeu tout à l'heure là, on parlait de la lecture de jeu tout à l'heure là, pardon. Côté athlétique, côté technique. Donc voilà, travailler sur leur jeu, pas forcément se préoccuper de ah oui, un tel va m'envoyer là, mais se préoccuper d'être bon. Soyez bon, dominez. On vous verra, on viendra vous chercher. Yes, vous avez entendu message d'un professionnel, d'un ex-professionnel, d'un joueur qui est passé par plusieurs étapes dans sa carrière. C'était Gilles Tacita sur le podcast Yankee Sport. Checkez-nous et Foss. Yes.